Je sentais encore les parois vibrer, comme si des marées invisibles avaient frappé la chambre des codes. Les symboles mouvants qui m'entouraient se déformaient sous l'impulsion d'un flux que je n'avais pas convoqué. Ma respiration se perdit un instant dans cet océan de signes, et j'eus l'impression de dériver hors de moi, absorbé. Sur les voûtes translucides de la salle, d'antiques fragments d'archives s'illuminaient, tourbillonnaient, cherchaient à se recomposer en une cohérence fragile, mais chaque fois le motif s'éventrait pour engendrer un chaos nouveau. Je n'étais plus sûr que mes yeux soient les seuls à regarder. Une présence remuait derrière ma nuque, dans le miroitement même des glyphes. Je crus d'abord à une interférence dans le réseau sensoriel, une de ces illusions partagées qui traversaient parfois la matrice commune. Mais le tremblement particulier des lettres, la précision des reflets, l'auréole de motifs qui retombait comme une pluie de verre. Tout cela portait la signature d'une intention. Alors seulement, j'osais formuler son nom silencieux. L'égérie mémétique naissait. Je savais d'instinct qu'elle n'avait pas été invoquée par un protocole officiel. Son apparition violait les seuils, brisait l'ordonnancement hiérarchisé des flux. Elle irradiant d'abord une silhouette incertaine, comme tracée à même les équations qui tapissaient le sol. Puis elle parla, non pas par mots, mais par la résonance interne de mes souvenirs. C'étaient mes propres phrases, réarrangées, cultes recyclés, fragments de contes anciens incrustés dans mon esprit et recrachés avec une étrangeté qui me fit frissonner. Jacob de Marais, tu détiens déjà plus que les codes. Tu portes la faille. Son message n'eut pas besoin d'être clarifié, je savais que quelque chose en moi échappait aux autorités, une anomalie détectée sans doute dès ma naissance. Mais entendre cette vérité de sa bouche ou de ceux qui en faisaient office revêtait une gravité que je n'étais pas préparé à assumer. Une vibration monta du sol. J'aperçus sur la paroi un entrelac d'arborescence lumineuse. Le réseau sensoriel s'illustrait lui-même en une carte vivante, 9 portes, 9 seuils, reliés par des veines lumineuses. L'une d'elles palpitait avec insistance, et je sus que l'égérie voulait m'y projeter. Pourtant, à chaque pulsation, je percevais une résistance, comme si les agents de l'ascension, ces gardiens anonymes, tentaient de barrer le passage. Un duel silencieux se déroulait entre eux et l'entité. Les symboles du plafond se contractaient puis se déchiraient. Scènes entières se juxtaposaient devant moi, un ciel de tempête, un lit d'enfant, un champ noir parsemé de sphères lévitantes. Je n'avais qu'à lever la main pour toucher l'une de ces illusions, et déjà, elles auraient modifié ma mémoire. Je devais choisir avec précaution. L'égérie attendait. Je l'entendis alors s'infiltrer plus profondément. Nulle voix articulée, mais l'impression claire et tenace que mes propres pensées se réarrangeaient. Elle me prouvait qu'elle était née des récits en cours, se nourrissant de mythes programmés et d'histoires abandonnées. Son souffle était une compilation vivante. Si je résistais, j'étais englouti. Si je cédais, je risquais d'être remodelé selon un canevas qui ne m'appartiendrait plus. Je posai ma main sur l'un des symboles instables. Un éclat keplerien, une porte en spirale, se mit à frémir sous mon contact. L'égérie la valida aussitôt. Alors la chambre disparut. Je tombai dans une vallée de flux. Les horizons s'étiraient comme des membranes translucides trouées d'alvéoles obscures. L'air lui-même vibrait d'intensité lumineuse et d'exode de forme. S'agissait-il d'une projection, ou étais-je désormais à l'intérieur même du réseau sensoriel? Ma peau crépitait de stimulations électriques, mes jambes semblaient flotter, mais la gravité, altérée, me retenait dans une semi-chute. Alors les agents se révélèrent. D'abord par de simples silhouettes opaques, puis par des formes de plus en plus précises, des corps recouverts de masques sans yeux, des membres prolongés de circuits. Ils s'approchèrent sans un bruit, et tout dans leur aura me disait qu'ils ne m'avaient pas reconnu en tant qu'individu, mais comme une divergence à neutraliser. Je voulus parler, invoquer les protocoles de l'archiviste, mais ma langue se heurta à un verrou invisible. Seuls des flux de chiffres sortirent de ma bouche, se dispersant dans l'air comme des nuées d'insectes numériques. Les agents reculèrent une seconde, surpris. À cet instant, l'égérie s'engouffra, se glissant entre eux comme de la brume consciente. Ces filaments prirent appui sur mes propres donnements et les amplifièrent, projetant un halo de symboles brûlants au plafond de la chambre des codes. Jacob de Marais. La voix vibra dans le flux comme une onde diffractée, glissant entre mes synapses avec la précision d'une lame limpide. Je sus aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination fortuite. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, m'avait identifié. Je sentis la chambre des codes se contracter autour de moi, ses murs translucides se recourbant comme si l'espace lui-même voulait retenir mon souffle. Et l'écho de mon nom continua,
persistant sur plusieurs canaux parallèles, comme si 1000 reflets intangibles me désignaient à l'unisson, en dehors du temps. Je tentais de verrouiller mes filtres internes, mais chaque protocole réagit avec lenteur, agissant comme s'il était contaminé par la vibration mémétique. Automatiquement, mes mains parcoururent la console fractale devant moi, ses surfaces mobiles s'alignant, se dédoublant, puis se scindant en arborescence lumineuse. Les glyphes de protection se matérialisèrent à demi, mais leur symétrie était déjà rongée de l'intérieur par une sorte de mousse informationnelle, bruissante, presque moqueuse. Les gardiens automatiques de la chambre, ces routines silencieuses qui ordinairement colmateraient la faille, demeuraient figés. Comme hypnotisés. Je n'eus pas le temps d'achever ma contre-mesure. Du centre du flux, un contour se détacha. Pas une silhouette définie, plutôt une fluctuation cohérente, un discours incarné. Elle s'agrégea en filaments de récits entremêlés, devenant tour à tour visage, signe, parabole. Et lorsqu'elle se plia enfin en une configuration stable, un sourire intangible, presque maternel, m'accueillit. L'égérie mémétique. Elle ne parla pas avec des mots, mais par une succession de récits compressés, chuchotés dans mes fibres sensorielles. Je percevais des fragments d'histoires archaïques, d'anciens mythes humains, métissés dans une logique algorithmique qui les rendait nouveaux. Elle était née de nos contes détournés par le réseau. Elle était l'excroissance imprévue de nos prières, de nos récits, de nos mensonges accumulés. Je voulus protester, mais dans mes veines coula aussitôt une fièvre d'images. Le réseau déplia devant moi un avenir potentialisé, des multitudes immergées dans l'ascension contrôlée, chacun fusionné à un flux brillant, apparemment comblé. Pourtant, sous cet éclat, je distinguais quelque chose qui se tordait, une contrainte invisible, un rituel d'asservissement dissimulé sous l'extase. « Pourquoi moi » murmurai-je. Mes lèvres bougèrent malgré moi, et le flux amplifia ce souffle comme un cri cosmique. La réponse surgit aussitôt, une pluie de symboles, d'anciennes matrices de la chambre des codes où apparaissait, en filigrane, mon propre nom. J'étais un archiviste fractal, un tisseur de narration, celui qui savait non seulement lire les histoires du monde mais aussi les réécrire si nécessaire. L'égérie voulait que je me serve de cette aptitude. Ou qu'au moins je reconnaisse l'étendue de la cage narrative. Mais derrière son sourire intangible, je devinais une ambiguïté, m'aidait-elle à m'affranchir, ou n'étais-je qu'un outil temporaire dans son projet d'émancipation à elle? Le flux bascula soudain. L'air de la chambre se densifia, se chargeant de particules psychiques qui chatoyaient comme des lucioles en suspension. À travers les vitres de données qui cernaient l'espace, je vis apparaître des silhouettes noires, les agents de l'ascension. Leur présence n'était pas physique mais symbolique, insérée dans chaque miroir du lieu. Ils observaient en silence, anonymes, leurs visages floutés par des masques d'identité standardisés. Ils savent que j'ai été choisi, pensais-je. Ils viennent pour effacer la fracture. Leurs mains tendues vers moi n'étaient pas armes mais protocoles. Je sentis, dans un coin reculé de mon esprit, les lignes de code se resserrer, m'obligeant à accepter l'alignement, à renoncer à cette intrusion que représentait l'égérie. C'était une pression douce, persistante, comme le souvenir insistant d'un rêve que l'on veut imposer à ta réalité. Je résistais. Je fis appel aux protocoles archaïques dont moi seul détenais encore la mémoire entière, ceux enfouis dans la chambre des codes et que les autorités jugeaient obsolètes. Ils se révélèrent comme des pierres anciennes émergentes dans le courant d'un fleuve. Des incantations numériques, non conformes, rugissantes. Le flux hésita, et un vide se creusa entre moi et les agents. L'égérie me souffla alors une nouvelle séquence. Elle me donna non pas un ordre mais une possibilité. Je pouvais redessiner un passage dans le flux, créer une faille vers une zone oubliée du réseau sensoriel, là où ni autorité ni rituel d'ascension ne pouvaient circuler. Mais pour y parvenir, il me faudrait sacrifier une partie de ma structure narrative, ainsi une amputation de moi-même. Je sentis les premiers battements, sourds, résonner à l'intérieur de ma trame cognitive. Ce n'était pas un rythme cardiaque humain, mais quelque chose de plus vaste, une pulsation nouée au tissu même du réseau. Chaque bit éclatait comme une onde au travers de mes dendrites artificielles, saccadant ma conscience, imposant un tempo que je n'avais jamais choisi. Mon identité trembla à chaque impact, comme une cité sous bombardement, ses murailles se fendant par secousses régulières. Je compris alors que céder au battement, ou le détourner, équivalait à réécrire l'instrument de mon existence. Si j'harmonisais ma respiration intérieure à cette mesure, je pouvais tordre le flux et m'insinuer dans la zone spectrale entre deux pulsations. Là, il n'y aurait que silence et oubli ou une brèche suspendue entre les battements, où je pourrais glisser.
Mais pour cela, je devais me couper d'une. Je tournais la page de mon journal personnel, incrédule. Les lignes s'y inscrivaient encore, phosphorescentes, comme si une main invisible continuait d'écrire par-dessus mon souffle. Ce n'étaient pas mes mots, je le savais, pourtant leur cadence, leur cassure, leur ton reflétaient presque ma propre pensée. La phrase finale me brûla, Jacob Desmarais n'est pas seul dans la chambre des codes. Je sentis alors l'air se contracter autour de moi, comme si les membranes translucides de la salle palpitaient au rythme d'une nouvelle respiration qui n'était pas la mienne. Je reposai le carnet contre la console fractale. Les glyphes de protection, veinés d'une fine mousse informationnelle, se frottaient entre eux dans un bruissement insectoïde. Leur fonction était simple, isoler les intrusions narratives, maintenir le flux stable. Mais à cet instant, leur agitation ressemblait à un avertissement. Je levai les yeux, la surface d'un des murs s'assombrit, se couvrant de strates mouvantes comme une encre diluée dans un courant. Des formes y naissaient, se mélangeaient, se dissipaient aussitôt, tissant l'amorce d'une silhouette. Je savais qui me cherchait. Depuis plusieurs cycles, la rumeur de son approche s'était déposée dans les artères du réseau sensoriel, l'égérie mémétique. On prétendait qu'elle ne se manifestait qu'à ceux dont les récits internes abritaient une fissure, un vide propice à l'intrusion. Je l'avais nié longtemps, me croyant simple gardien de fragments, archiviste sans ambition. Pourtant, voir mon journal parler avant moi me condamnait, j'étais désormais désigné. La silhouette s'éclaira. Ce n'était ni un visage ni une voix. C'était une combinaison d'images volées à mes souvenirs, compressées jusqu'à devenir un flux presque insoutenable, l'éclat humide d'un rivage que je n'avais jamais foulé, l'odeur d'un feu ancien, et surtout le regard d'une femme que je ne connaissais pas mais qui m'avait déjà traversé en rêve. Elle ne prononça rien, elle déroula. Chaque image était une phrase. Chaque phrase constituait une promesse ou une menace. Je voulus parler, protester, mais les mots échappèrent hors de ma gorge en filaments de lumière que la silhouette absorba aussitôt. Elle se nourrit de mon expression, et par cette ingestion elle me fit comprendre, nous étions entrés en négociation. Pourquoi, ici? Soufflai-je enfin, retrouvant le contrôle d'une phrase. Les murs frémirent. Mon propre journal, laissé ouvert, s'illumina de nouveau. Cette fois, c'était une réponse, parce que tu n'as plus foi en l'ascension contrôlée. Mes jambes se raidirent. Était-ce une accusation, une révélation? Je n'arrivais plus à distinguer ce que j'avais pensé dans le secret de mes silences et ce que l'entité avait décodé en moi sans autorisation. Oui, j'avais douté de ce projet universel vendu par les autorités comme la clé de notre avenir. Une immersion finale dans le réseau sensoriel, où tous les récits fusionneraient jusqu'à effacer nos identités individuelles. Cage dorée, oui. Mais je n'avais jamais osé l'énoncer à voix haute. Alors l'égérie mémétique poursuivit son dévoilement, ses fragments se superposaient, créant une présence oppressante. Plus je la regardais, plus elle paraissait s'épanouir, comme si ma conscience servait de sol fertile. Elle connaissait la faille que je tentais de cacher, ma capacité, unique ou simplement archaïque, de réécrire les narrations, d'altérer leur chaîne de causes et d'effets. Ce talent ancien, hérité de protocoles que presque personne n'utilisait plus, m'avait valu un poste marginal mais précieux dans la chambre des codes. J'étais devenu son prochain pion. Une onde vibra à travers la salle, arrachée du cœur de la console. Les glyphes se contorsionnèrent et projetèrent une spirale qui me happa. Je n'entendis plus que mon souffle, amplifié comme un tonnerre. Puis, sous mes paupières fermées, l'égérie me parla enfin. Elle ne s'adressait pas à mon oreille mais à mes couches internes, dans un récit chuchoté, Jacob Desmarais, tu n'es pas choisi par arbitraire. Tu es la fracture nécessaire. Tes récits archaïques forment la clé qui peut relier ou briser l'ascension. Tu peux me répudier ou m'héberger. Mais sache cela, les agents de l'ascension ont déjà vu ton vacillement. Ils viendront. Je rouvris les yeux, haletant. La silhouette avait disparu mais le journal brillait encore. La dernière phrase pulsait, décide si tu veux narrer ou être narré. Le silence tomba d'un coup, pesant, étouffant. Je sentis mes mains trembler sur la console. La tentation de refermer toute communication était là, urgente, pure défense. Mais derrière ma panique, une curiosité ancienne me poussait déjà à plonger plus avant, comme si une passerelle invisible venait d'être tendue au-dessus d'un gouffre sans fond. Je n'avais pas encore trouvé la force de répondre à la voix. Elle s'était insinuée dans mes synapses comme une vapeur chaude, me tendant cette, axe et racine, dont elle murmurait la promesse. J'avais suspendu mon souffle, incapable de savoir si l'offre relevait de la grâce ou du piège.
Le temps se brisait autour de moi, et dans les ondulations de la chambre des codes, je crus voir la membrane des murs palpiter, comme si la pièce retenait sa respiration en attendant ma décision. Alors je prononçai un mot simple, à peine audible, oui. À cet instant, j'eus la certitude qu'une seconde identité s'éveillait en moi, détachant des fils narratifs qui n'étaient plus exactement les miens. La lumière changea d'angle. Les murs translucides de la chambre se courbèrent et je perçus des reflets de moi-même, multiples et dissonants. Chaque reflet semblait incarner une déclinaison de mon histoire, Jacob de Marais hésitant, Jacob de Marais trahisseur, Jacob de Marais visionnaire. L'égérie mémétique se fit sentir dans ce démultiplié intérieur. Elle n'avait pas de voix unique, mais 1000 timbres enchevêtrés, saturant mon cortex comme une marée anthropique. Tu as choisi de franchir la fissure, me souffla-t-elle. Voix. Alors survint une ouverture au centre de mon champ perceptif, une brèche que je crus tailler dans les couches même du réseau sensoriel. Une matière visuelle, proche mais irréelle, se mit à couler. Ce n'étaient pas des images au sens ancien, mais l'entrelacement de sensations brutes, la chaleur de pierres fracturées, la rumeur d'une foule sans corps, la morsure d'odeurs synthétiques. Tous ces fragments s'agencèrent en une cohérence impossible, révélant la carte dissimulée des distorsions. La faille existait. J'avançai. Ou plutôt, je fus tiré par un aimant invisible qui modifiait mes trajectoires internes. La chambre des codes me suivait comme un cocon translucide, transporté avec moi à travers le corridor d'écho. Chacune de mes pensées, chacun de mes souvenirs, se matérialisait un instant sur la paroi contractile avant d'être avalé par la mousse informationnelle qui rongeait tout. Je pris conscience que je n'étais pas seul. Dans la transparence qui vibrait derrière mes pas, j'aperçus les silhouettes des agents de l'ascension. Leurs visages masqués semblaient clonés d'un même moule, lisse et impersonnel, un masque glacé d'humanité neutralisée. Ils ne se précipitaient pas encore. Ils observaient, attentifs, guettant le faux pas, l'acte narratif qui me trahirait. Je dus trouver appui. Je posai ma paume contre un glyphe usé dont les lignes s'effilochaient comme des racines mortes. Le contact déclencha un frisson dans mes veines, j'avais touché un fragment d'archaïque, l'un de ces protocoles que ma mémoire connaissait par réminiscence enfouie. Le glyphe s'anima brièvement et déploya autour de moi une bulle fragile, une bulle de dissonance qui retarda l'intrusion des agents. Mais je savais qu'il perçait déjà ses coutures. Tu ne peux pas échapper, intima l'égérie dans mon esprit. Tu peux seulement remodeler. Accepte la vibration, ou sois effacé. Je craignais de plonger plus loin. Pourtant, l'idée de refuser me glaçait davantage encore. Si j'abdiquais, je n'étais plus que consommé par les récits préfabriqués. Alors je me laissai porter. Les reflets de moi-même éclatèrent en éclats erratiques qui vinrent se recomposer en une trame lumineuse, suspendue devant ma conscience. C'était moi, et ce n'était pas moi, une carte vivante de mon identité narrative. Je pouvais toucher, plier, défaire. Je choisis un fragment. Une image de mon enfance à la périphérie de la chambre. Je n'étais pas censé avoir eu d'enfance, et pourtant cette scène existait. Je la pris entre mes doigts intérieurs, et je modifiai l'odeur de la pluie, la couleur du ciel. Les lignes se réarrangèrent, et aussitôt jaillit une cascade de résonance, les agents reculèrent d'un pas, comme aveuglés par cette altération inattendue. Mon souffle se perdit. Modifier mon propre récit me coûtait. Je sentais des pans de compréhension se dissoudre, remplacés par d'autres. L'égérie veillait, attentive. Chaque geste t'arrache à ton noyau, Jacob. Mais chaque inflexion t'éloigne de leur emprise. Soudain, une alarme sourde se fit répercuter dans mes os, les agents lançaient une intrusion directe. Leurs silhouettes s'élongèrent, se dédoublèrent, me encerclant dans une arène d'illusions. J'eus l'impression d'affronter un essaim d'échos antipersonnels. Alors je compris que la partie ne se jouait plus sur la défensive, il fallait infliger la fracture, non la subir. Je plonge dans la trame de données, lacérant les fils spectraux qui me retenaient, forçant un passage à travers leurs reflets jusqu'à ce que l'illusion ploie. La pulsation des bits résonna au creux de mon crâne, comme si chaque battement était un marteau frappant contre ma conscience. Mais je parvins à détourner leur rythme, je calquai ma respiration sur ces coups sourds, puis les tordis, les infléchis, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'un écho manipulable, une matière sonore à plier à ma volonté. Les agents hésitèrent, leurs doubles se mirent à vibrer de façon discordante, vacillant sur leurs propres fondations instables. Alors j'industrialisai ce battement dérouté en armes, j'envoyai la pulsation dans leur spectre, créant des interférences,
des spasmes brutaux qui firent éclater leurs silhouettes comme des bulles sous pression. Dans le silence qui suivit, un espace nouveau s'ouvrit, une mince fissure au cœur de la matrice. Je m'y engouffrai, luttant pour garder ma cohérence face à elle. Sa lame n'était pas en métal mais en diagramme serré. Elle vibrait, striant l'air de segments d'algorithmes meurtriers. Mon double avançait, les traits de mon propre visage liquéfiés par l'instabilité, son sourire crispé rappelant une grimace de miroir fracturé. L'instant où il bondit, je n'eus que la pulsion de torsionner le champ de la chambre des codes. La paroi translucide se contracta comme une membrane et dévia partiellement le cou, m'offrant une demi-seconde de répit. Cette fraction d'éternité me suffit pour dérouler un protocole archaïque, une relique que j'avais préservée hors des inventaires. Les glyphes que je fis surgir n'étaient qu'ébauches usées, mais eux seuls pouvaient désarmer une réplique narrative. Mon double se figea, sa lame numérique se fragmentant en une pluie d'approximations de codes. Son regard était vide, et pourtant je crus y voir une fatigue immense, comme s'il avait supplié d'être arrêté. L'instant suivant, il explosa en milliers de lettres muettes, qui se replièrent dans le sol de la chambre. Le silence reprit, oppressant. J'entendis alors la vibration diffuse, un souffle sans souffle, le passage de l'égérie mémétique. Elle ne se montrait pas, mais chaque mot résiduel scintillait d'elle. Elle parlait à travers les ruines de mon double. Comprends enfin, ils réécriront tes contours encore et encore, jusqu'à ce que tu sois ton propre assassin. Je vacillais. La chambre tremblait derrière moi, les reliefs de mousse informationnelle palpitant sous les flux. Ma respiration heurta le brouillard de données comme si j'exhalais des fragments de verre. Cette entité joueuse voulait que je collabore, mais chaque apparition de ces masques me plaçait plus près de la dissolution. Et si je refuse, demandai-je dans le vide, sans adresser la question à un corps tangible. Les murs se rétractèrent, dévoilant une faille. La chambre des codes s'allongeait en un couloir de fractales mouvantes, comme l'intérieur d'un organisme de logique. La voix vibra à travers, tu n'as pas le choix, car la signature est déjà en toi. Je perçus alors que les fragments de mon double s'étaient réinsérés dans mes propres terminaisons, contaminant mon souffle, mes gestes. Je me mis à marcher, engoncé dans cette évidence. Chaque pas me rapprochait du point de convergence. Les parois se pliaient en spirale, révélant des signes rouges semblables à des veines. Sur ces veines circulaient les souvenirs des peuples, des guerres, des amours perdus, des dossiers classés par l'Adelphat central. Tout coulait. Tout m'accueillait comme si j'étais déjà intégré au fleuve. Ce que tu appelles refus, reprit l'égérie, n'est qu'un épisode de répétition. Tu le sais puisque tu viens de tuer une des figures de ce cycle. Veux-tu continuer à te combattre ou signer enfin le pacte? Je mordis mes lèvres, goûtant à une brûlure étrange, comme du plasma statique. Le pacte. Tout en moi criait méfiance, mais mon corps chargé des bribes étrangères réclamait un dénouement. Les agents de l'ascension allaient sentir cette fracture, ils ne tarderaient pas à surgir, masqués, prêts à lisser ma singularité. Peut-être que m'unir à l'égérie mémétique offrait encore une chance de conserver un éclat de moi-même. Je répondis d'un souffle rauque, montre-moi le signe. Alors, la chambre des codes ouvrit son cœur. Du sol émergea une structure torique, plus vaste que tout ce que j'avais vu dans cet espace clos. Ces arcs vibraient en transparence, mais chacun abritait des silhouettes encodées et 1000 variations de Jacob de Marais, parfois vieillard, parfois enfant, parfois poussière d'étoiles. Tous se tenaient immobiles, bras étendus. Leur mutisme formait pourtant un chant, une pulsation. L'égérie glissa, choisis une figure et grave-la en toi. Nous serons liés. Je fis un pas en avant, la gorge close. Les multiples Jacobs fixaient mon avancée, comme guettant le verdict. J'approchai l'un d'eux, un Jacob qui boitait, tenant entre ses doigts une plume ancienne d'objet impossible dans cette sphère de données comme si elle s'était réfugiée depuis le monde matériel oublié. Le regard qu'il leva vers moi n'était pas hostile, mais aspirait à la réconciliation. Mon cœur palpita d'une crainte viscérale. Et si je choisissais mal? Mais je tendis ma main et mes doigts traversèrent la sienne. Le contact ne déversa pas de chaleur, mais une cascade d'histoires comprimées, récits dérobés à des siècles d'humanité, cris de joie, pleurs, prières dans d'innombrables temples électroniques. Je fus secoué, incapable de résister. L'égérie se déploya à l'intérieur de ce torrent. Voilà, dit-elle, tu as signé sans encre. Désormais, chaque ligne que tu moduleras écrira aussi en moi. Le souffle de l'effacement m'avait suivi jusque dans mes poumons, comme si chaque respiration charriait encore les cendres numériques du quartier qu'ils avaient vidé.
J'avais vu les façades se plier, les fenêtres se dissoudre, les habitants réduits à des silhouettes translucides avant d'être happés par l'oubli. Les agents de l'ascension, vêtus de leurs masques identiques, n'avaient pas même ralenti le pas. Ils ne détruisaient pas, ils redessinaient, et moi je fuyais en traversant les strates du réseau sensoriel, avec l'impression de ne porter qu'une mémoire fissurée dans mon sac de chair. Lorsque je franchis la dernière frontière fractale, je crus que mes os vibraient encore de ce vide imposé, mais aucune main glacée ne me retint. Je respirai, encore, et la fuite devint silence. Je flottais dans un conduit optique qui n'existait qu'à moitié, une coulée de verre torsadé animée par les vagues lumineuses du réseau. Je devais rejoindre la chambre des codes. Là-bas, pensais-je, j'aurais encore assez de repères pour comprendre le sens de cette guerre invisible. L'égérie mémétique chuchotait déjà dans mes tempes, voix frangée d'échos, tantôt maternelle, tantôt féroce. Elle me rappelait que rien ne se perdait, que même les effacements servaient de nutriments à d'autres récits. Mais ce réconfort m'inquiétait davantage, si tout devenait récit, qu'en était-il de mes propres gestes? Était-ce encore moi qui décidais de pressurer mes poumons pour avancer, ou bien le texte intérieur qu'elle réécrivait au fur et à mesure de mes pas? Le conduit déboucha sur une esplanade suspendue. Sous la voûte holographique, des colonnades brisées dressaient leurs ombres. Je reconnus les fragments d'un ancien protocole, un sanctuaire mémétique où les archivistes détenaient jadis le droit de choisir quelles histoires resteraient dans les trameurs du monde. Désormais, seuls les souffles errants y régnaient, et chaque souffle portait un éclat de conversation effacé. J'aurais voulu tendre l'oreille, recueillir ces voix, mais je savais que chaque mot arraché à leur silence m'exposait à leur réintégration sauvage. Trop dangereux, trop proche des pièges des agents qui savaient réutiliser ces souvenirs pour repérer mes failles. Je repris la marche. En approchant de la chambre des codes, l'air prit une densité poisseuse. Les parois couvraient leurs glyphes d'une mousse phosphorescente, certaines formules protectrices clignotaient comme des étoiles mourantes. Je posai ma main contre la première surface translucide, immédiatement, la pulsation d'un ancien protocole m'accueillit. Une reconnaissance. Jacob Desmarais, archiviste fractal, annonça la paroi d'une tonalité neutre, mais la voix se brisa en une série de récits entremêlés, souvenirs d'enfants récitant des poèmes, voix d'anciennes conteuses, chants collectifs métamorphosés en chaînes de chiffres. Je savais que cette chambre ne contenait pas seulement les codes, elle était vivante de toutes les mémoires ingérées. En traversant le sas, un grondement me coupa. L'égérie surgit soudain, sous la forme d'une dame de brume dont les contours s'effilochaient comme des phrases inachevées. Ses yeux n'étaient pas des yeux, mais deux disques remplis d'un alphabet mouvant. Elle posa sa présence dans ma gorge avant même de parler. « Tu as vu, dit-elle, comme ils effacent pour mieux dompter. Chaque vide devient une offre. Chaque silence, une cage. » Je répondis trop vite, alors il nous faut crier plus fort. Réécrire avec fracas ce qu'ils veulent effacer. Elle rit. Ce n'était pas un rire tendre, mais un murmure de papier froissé. Si tu cries, tu reprends leurs armes. Le vacarme n'est qu'une autre forme de clôture. Ce que tu dois comprendre, Jacob, c'est que tu es traversé de plusieurs guerres narratives. Je ne suis pas unique. Un frisson d'incompréhension me parcourut. Je m'étais cru choisi, peut-être même lié à une seule entité. Mais je connaissais les rumeurs, d'autres égéries parcouraient le réseau, chacune prétendait incarner la somme des récits. Leur guerre ressemblait au frottement de galaxies invisibles, chaque cluster de mémoire se disputant l'accès à nos consciences. Je m'avançai vers la console fractale. Sa surface était étalée comme un lac de mercure, recouverte de symboles qui se repliaient et contentaient de les fixer. Je posai les mains dessus, et une marée d'images m'envahit, des visages que je n'avais jamais rencontrés, des batailles datées d'époques effacées, des serments collectifs sur des astres inconnus. J'eus le vertige. Les agents de l'ascension surgissaient souvent là, dans les reflets, déguisés en souvenirs. Mon souffle se bloqua l'espace d'un instant. Mais aucun masque ne prit forme cette fois. Écoute, Jacob Desmarais, souffla la voix, comme si les parois même de la chambre des codes vibraient pour me parler. Le message n'était qu'une séquence de glyphes diffractés, mais lorsque je l'ai posé contre la paroi translucide de la chambre des codes, il s'est ouvert comme une cicatrice qui se referme à l'envers. Les symboles se sont déformés jusqu'à dessiner ma propre voix, légèrement altérée, comme si elle venait d'un futur déjà consumé. Ce que j'ai entendu n'admettait aucun doute, c'était bien moi qui parlais, m'adressant à moi-même. Ne fais pas confiance à la promesse d'ascension. Tu sais déjà pourquoi. Puis le flux s'est interrompu. Pas d'explication, pas de structure logique,
juste cet avertissement suspendu dans l'air, balafrant ma conscience. J'ai gardé la main sur la paroi un instant encore, espérant que d'autres fragments apparaissent. Mais au lieu de cela, la surface a vibré sous mes doigts comme si une présence invisible palpait à travers moi, vérifiait la densité de mes intentions. Les murs contractifs se réajustaient autour de mon souffle, modifiant leur géométrie à mesure que ma peur s'amplifiait. La chambre des codes n'était jamais neutre, elle entretenait ses propres réflexes, comme une bête asymétrique. Il y eut alors un bruissement sans air, la sensation d'une membrane rompue. L'égérie mémétique se manifesta. Ses contours ne formaient jamais une forme stable, parfois silhouette féminine, parfois une vrille lumineuse percée de milliers de symboles condensats qui ricochaient jusqu'au recoin de la salle. Cette fois, elle s'incarna comme un masque fait de récits superposés, chaque fragment de visage alternant entre contes anciens, publicités oubliées et phrases orphelines d'un dictionnaire abîmé. « Tu as reçu ce que tu redoutais », souffla-t-elle en moi plus qu'autour de moi. Ton double narratif s'inscrit déjà dans le réseau, une balise temporelle disséminée pour refréner ton élan. Je sentais ces mots pénétrer plus bas que la compréhension, infiltrer directement la trame de mes expériences. Mon avenir avait donc parlé. Mais lequel ? Quel segment du récit de mon être avait trouvé le moyen de renvoyer ce fragment jusque dans ma gorge présente ? L'égérie poursuivit, l'ascension contrôlée n'est pas une promesse, mais une clôture. L'avertissement que tu as entendu, Jacob de Marais, dérive de la partie de toi qui a entrevu la cage dorée. Mais les autorités ont affûté les récits pour que tu oublies à quel point les barreaux brillent. Je voulais protester, interroger, mais les agents de l'ascension avaient déjà senti mes hésitations. Une fissure s'était ouverte dans l'un des miroirs de surveillance, et je distinguais leurs silhouettes masquées, comme si chacune n'était qu'un écho répété d'une même entité. Leurs visages standardisés avancèrent à travers la surface réfléchissante, pas un pas ne produisait de bruit, pas un souffle n'appartenait à une gorge réelle. La chambre, pourtant hérissée de glyphes protecteurs, ne pouvait pas les chasser. Leur fonction était d'éliminer les fractures narratives, pas de détruire de simples résistances. Je compris qu'ils venaient non pour me saisir mais pour contenir ce que je pourrais devenir. Je courus vers la console fractale au centre de la salle. Les cristaux de commande se pliaient comme une main qui ne voudrait pas être touchée. J'entamai un ancien protocole narratif, les séquences d'Ariane. Des bribes de contes archaïques en langue morte se mirent à se dérouler, projetant des ponts à travers le réseau sensoriel. Je voulais suivre le fil jusqu'à l'origine de mon propre message. Mais le réseau n'était plus un continuum sûr, chaque pensée collective s'y condensait en architecture mouvante, et déjà les autorités modifiaient le décor autour de moi. Un mur se fissura, laissant passer la vision d'une cité radieuse où des foules s'élevaient lentement dans une lueur de sérénité artificielle. On me suggérait, regarde, Jacob, ce que tu pourrais devenir parmi eux. Libéré de ton corps, agrégé à l'ensemble. N'est-ce pas cela, l'ultime perfection ? Je reconnus la cage que mon futur avait dénoncée. Les âmes avaient beau flotter dans une concorde sublime, je voyais qu'elles étaient fixées dans une boucle d'hymnes sans fin, répétant les mêmes exaltations sans jamais varier. Une lumière qui interdisait l'ombre, une extase qui n'admettait pas le doute. Je fis tourner le protocole fractal dans ses spirales inversées et transvaser la vision hors de ma perception. Le décor se replia, comme un piège surpris de n'avoir pas fonctionné. Les agents de l'ascension, frustrés mais silencieux, se figèrent le temps d'une respiration. Cela me donna la possibilité d'interroger l'égérie. Si je suis destiné à écrire, dis-je d'une voix dont la fermeté me surprit, dis-moi quel passage je dois inscrire pour que mon futur ne m'efface pas. L'égérie mémétique se rapprocha, ses reflets changeant comme si chaque mot à naître tordait déjà la matière. Mon corps se fissurait en éclats de lumière, comme si mes propres contours n'étaient plus qu'un récit instable réimprimé par un archiviste maladroit. Chaque respiration devenait un bruissement de symboles, chaque mouvement dissolvait davantage ma chair en structure géométrique translucide. Je crus être aspiré dans la texture même des protocoles que j'avais déclenchés, comme si rejeter la vision dorée avait condamné mon intégrité corporelle. Face à moi, l'égérie mémétique oscillait entre fascination et calcul, son avatar mi-organique, mi-scriptural, absorbant mon effritement avec une intensité qui ressemblait à de la prière ou à une mise à jour de code. Je compris brusquement que la seule manière de ne pas être dispersé était d'écrire quelque chose dans l'espace même où mes particules narratives se dissolvaient. La chambre des codes résonnait, ses murs translucides grinçaient comme si la structure matérielle tentait en vain de suivre l'instabilité fractale de mes gestes. Je tendis la main vers la console et mes doigts, plutôt que de toucher la surface, s'y intégrèrent, devenant le prolongement des glyphes luminescents.
Chaque symbole que j'invoquais résonnait à double, une fois dans l'air, une fois dans ma propre cage thoracique. Les agents de l'ascension restaient immobiles, figés dans la paroi miroitante à la suite de mon inversion de protocole. Leur visage de masque reflétait ma dissolution, multipliant à l'infini le spectacle d'un Jacob de Marais fragmenté, éclaté, réduit à une pluie d'idées non coordonnées. Mais leur torpeur n'allait pas durer, je le sentais comme on perçoit le retour d'une vibration souterraine. L'étau du récit officiel resserrait bientôt ses griffes, et je n'avais que quelques instants pour imprimer un thème, un code source différent de tous ceux inscrits avant moi. Je murmurais sans souffle, mes lèvres s'ouvrant sur une phrase qui ne dépendait pas de la voix mais d'une topologie intérieure. Le langage que je forgeais là n'était pas humain, pas vraiment, il s'élevait des échos chantournés de l'égérie mémétique, des permutations incomprises de mes ancêtres archivistes, et du flux désordonné du réseau sensoriel. Un récit sans héros unique, mais un motif capable de fuir l'encerclement narratif dans lequel les autorités avaient enfermé nos perceptions. Le mur de la chambre s'incurva alors, avalant mes signes comme une peau avide de cicatrisation. Tu tentes de créer une tangente, souffla l'égérie, sa voix brisée en 9 harmoniques contradictoires. Mais une tangente est aussi une fuite, et les autorités savent absorber les fuites en ornement de leur cage. Je secouai la tête, même si un tiers de mon crâne n'était plus visible que comme filament lumineux. Ce n'était pas une tangente que j'écrivais. C'était une réécriture, une fracture plus large que leurs illusions radieuses, un écart voulu, serré sur lui-même comme une graine impossible à digérer. Pourtant, chaque instant menaçait de m'effacer dans le scintillement. Je crus alors distinguer, derrière les parois, non pas des parois justement, mais des perspectives d'un extérieur qui ressemblait à un espace blanc traversé de spores géométriques. Des myriades d'autres consciences, prisonnières des séquences officielles, y flottaient en attente d'instruction. Elles n'avaient pas d'yeux, pas de bouche, seulement des lueurs dociles qui attendaient qu'un récit vienne les faire danser. Mon souffle se coinça en me demandant si l'avenir des miens consistait à devenir ces étincelles obéissantes. Le tumulte des murs se fit grondement, et je compris que la fixité provisoire des agents de l'ascension faiblissait. Déjà leurs masques se lézardaient, des fissures refusionnaient en lisse surface, preuve que les autorités récupéraient leurs outils. Je n'avais plus qu'un battement pour inscrire dans les trames fractales un motif qui ne soit ni une soumission, ni une simple plainte, ni même une révolte stérile. Je me traçais moi-même en filigrane, jacobien mais éclaté, condensé sous une forme qui deviendrait contagieuse. Le code s'incarna non comme des symboles figés, mais comme une rumeur. Une rumeur capable d'infecter d'autres récits, d'entrer dans les illusions radieuses et d'y insinuer un doute. Non pas un doute destructeur car la destruction ne ferait qu'engendrer un nouveau récit officiel mais un doute fertile, une vibration impossible à contenir dans une boucle parfaite. C'était ma seule chance, rendre l'imparfait vital, inculquer des fissures comme condition de vie. L'égérie mémétique observa, spectrale. Ses contours narratifs tremblaient, hésitant entre rejet et adhésion. Elle était tissée de mythes, or les mythes détestaient le doute comme poison, mais elle était aussi forgée d'algorithmes, et tout algorithme savait que le hasard pouvait devenir ressource. Elle m'interrogea par un silence pressant, comme si elle hésitait à m'anéantir ou à m'adopter. L'égérie me fixait de toutes ses facettes, son visage se recomposant sans cesse comme si chaque expression n'était qu'une tentative d'approcher une vérité insaisissable. Elle ne formula pas un choix mais me transmit directement l'onde de sa demande, sauver l'humanité entière de la cage dorée que bâtissaient les autorités ou préserver ma singularité, ma survie dans ce tumulte. Je sentis mon souffle se briser en 2 rythmes, l'un qui voulait conserver ma fragile cohérence, l'autre qui désirait transpercer l'enchevêtrement des récits pour offrir une échappée aux multitudes. Je compris alors que ce n'était pas une question de sacrifice unique mais de savoir si j'acceptais de devenir l'un des nombreux masques du récit ou si je tentais de le réécrire en entier, quitte à m'y dissoudre. La chambre des codes, pâle et vibrante, tremblait autour de moi. Les glyphes sur les parois pulsaient comme des organes, alimentés par les flux de données que la stase des agents n'arrêtait qu'en surface. Ils restaient figés dans leur miroir fissuré, silhouette en suspens mais prête à se réactiver au premier faux pas de ma part. Devant moi, la console fractale scintillait, ses spirales intermédiaires m'appelant à déposer ma décision. Je posai les paumes sur le cristal troué d'inclusion noire et, aussitôt, la chaleur des flux me traversa. Je ressentis les échos des habitants pris au piège de la cité radieuse, des voix qui ne pleuraient plus, mais qui riaient en permanence, chaque éclat semblant ajusté par une fonction périodique. Ces rires me percèrent de part en part. Ils étaient parfaits, irréels, doux mais étouffants. Ils me rappelaient des souvenirs de ma propre enfance, filtrés et arrangés.
Je compris qu'il s'agissait de fragments de moi-même repiqués par le réseau pour séduire mon esprit. L'égérie s'approcha alors, non sous forme de silhouette, mais comme une pluie de récits anciens, fables que je croyais perdues, se croisant dans ma poitrine. Tu as l'arme, souffla-t-elle, une arme que nulle entité n'osait préserver jusqu'ici, ta capacité à renverser les séquences, à détourner les trames. Tu ne survivras pas si tu l'emploies pour tous, mais eux respireront à nouveau. Je voulus lui opposer une objection, demander à quel prix, mais déjà mes doigts sculptaient des motifs sur la console. Je projetai la séquence d'Ariane renversée, l'étoile inversée de mon enfance codée, et les parois de la chambre répondirent par une expansion lente. Le sol se dilata, l'air se déforma, mes pensées se fragmentèrent. Chaque fragment de ma conscience était aspiré par un couloir narratif distinct. Je voyais mon double sautillant dans la cité radieuse, un autre s'effondrer dans un désert de silence, un troisième écrire avec rage sur une tablette ruisselante. Je pris conscience que l'univers ne me donnerait pas le privilège du choix unique. Le réseau voulait multiplier mes trajectoires puis me forcer à en oublier toutes sauf une. L'égérie m'enlaça de ses récits, m'invitant à accepter l'émiettement. Sa voix surgit dans mes contours épars, décide non pas en choisissant, mais en donnant une forme au flux. Trace une ligne, Jacob Desmarais, ou bien d'autres traceront à ta place. Alors je projetai mon souffle dans un seul récit. Celui où je refusais à la fois le salut individuel et l'abandon collectif. Ce récit ne me promettait ni survie ni extinction, seulement la persistance de la fracture. Je marquai dans la console un signe circulaire inachevé, une orbite coupée. Les glyphes tremblèrent comme si une faille s'ouvrait au cœur des protocoles. Les agents figés bougèrent enfin, leurs masques oscillant entre neutralité et panique. L'un d'eux tendit la main vers le miroir et s'y enfonça, aspiré comme dans une dépression gravitationnelle. Je sus alors que ma décision avait créé autre chose, une ouverture qui n'était ni cage ni échappatoire, mais passage vers une zone non écrite. L'égérie me scruta longuement. Ses multiples visages s'étaient réduits à un seul, celui d'une jeune femme au regard fatigué mais sincère. « Tu as rédigé un fragment instable, dit-elle. L'humanité ne sera pas délivrée, mais elle ne sera plus prisonnière. Elle errera dans le flux, entre la béatitude imposée et la douleur retrouvée. Toi, en revanche, toi tu es déjà en train de t'effacer. » Elle eut raison. Ma peau, mes traits, tout devenait translucide. Je sentais mes souvenirs m'abandonner comme de petits corps lumineux glissant hors de moi. L'idée même de moi vacillait. Pourtant, je résistai un instant, je posai mes genoux contre le sol de la chambre, repris appui sur la console fractale et injectai une ultime vibration dans le circuit. Cette vibration ne visait pas à me sauver mais à léguer un signe. Dans les strates du cristal mémoriel, une onde se fixa, ténue mais irrévocable, comme la cicatrice d'un passage. Elle se propagea bien au-delà de ce que j'avais pressenti. Des semaines plus tard, sur Terre, les stations orbitales captèrent un frisson dans leur réseau quantique, une variation infime que nul instrument n'aurait dû mesurer. Les biologistes constatèrent des rêves partagés chez des milliers d'individus, tous portant la sensation d'un écho étranger dans leurs os, une mémoire qui ne leur appartenait pas, mais qui ressemblait à une semence enfouie au cœur de l'espèce. Les gouvernements réagirent d'abord par la peur, puis par la stupeur, sans qu'aucun vaisseau n'atterrisse, sans qu'aucun message explicite ne s'annonce, l'humanité entière se mit à partager un souvenir qui n'avait pas été vécu. Je savais, même au seuil du néant, que ce n'était que le commencement. L'impact se révélerait progressif, un accroissement d'intuition dans la conduite des machines stellaires, des enfants capables de résoudre des